alaikum. Avec vous, Madame Dirkaoui Orkia. Donc, après qu'on a cité les différents algorithmes qui existent dans le machine learning, on va essayer de voir le principe général de ces différents algorithmes et puis on va entamer chaque algorithme à part avec un exemple concret et on va l'implémenter sur Python. Donc, voyons maintenant le principe général des différents algorithmes du machine learning. Donc, on sait que l'humain apprend de l'expérience de la vie. Cet apprentissage s'adapte avec le proverbe qui dit « l'expérience nous apprend ». Alors que la machine apprend d'un nombre volumineux de données que bien sûr l'être humain lui fournit. Donc la machine utilise ce grand tas de données, ou bien ce nombre volumineux de données, et grâce à cette grande force, bien sûr, et grâce à sa grande force, c'est-à-dire la grande force de la machine de calcul, donc grâce à la force de calcul de la machine, elle apprend à partir de ces données volumineuses. Bien sûr, en utilisant un modèle, et la réponse, elle est donnée dans un temps raisonnable, c'est-à-dire les applications du machine learning sont des applications qui sont pratiques dans notre vie courante. Donc, c'est le principe général des algorithmes d'apprentissage automatique. Bon, puisqu'il y a plusieurs algorithmes, ils diffèrent entre eux ou bien par la structure des données d'apprentissage utilisées et aussi par le modèle d'apprentissage déduit de cette structure de données. Par exemple, si on va c'est-à-dire voir la différence vis-à-vis de la structure de données, en apprentissage automatique ou bien en apprentissage supervisé, cet algorithme utilise une structure de dataset ou bien de données qui s'appelle dataset étiqueté. Donc les exemples de données sont regroupés dans une structure de tableau de données appelée dataset. Alors que dans l'apprentissage non supervisé, l'algorithme utilise une structure de dataset non étiqueté. Et pour l'apprentissage par profondeur, le deep learning par exemple, il utilise une structure de données sous forme de réseau de neurones. Ou bien, il simule le réseau de neurones humaines. Bien. Donc, cette illustration montre les deux grands acteurs dans le domaine du machine learning. Il y a l'être humain, ou bien l'utilisateur de la machine, et il y a la machine. Donc, l'être humain reste toujours le commandant de la machine. Il commande et supervise la machine. La machine, elle, exécute et elle apprend, bien sûr, grâce aux données qui sont fournies par l'être humain. Donc, l'être humain apprend par son expérience et son raisonnement dans la vie, alors que la machine apprend d'un grand nombre de données qu'on appelle observations ou bien des exemples, en utilisant un modèle qui lui permet de déduire de ce tas volumineux de données, ou bien ce nombre volumineux de données, une réponse correcte à une nouvelle situation. Parlons maintenant de la modélisation en machine learning. En machine learning, chaque problème traité, c'est-à-dire un problème d'apprentissage, il est traité et décrit par un ensemble de variables explicatives et une variable à expliquer. Donc ça, il faut donner de l'importance à la terminologie, c'est important. Donc, afin de construire un modèle d'apprentissage à partir de données, il est nécessaire de disposer d'un certain nombre d'observations concernant toutes les variables considérées, c'est-à-dire explicatives et expliquées. Donc, une observation, c'est quoi? Elle correspond à la valeur de la variable à un moment donné. Dans le cas d'un problème de modélisation caractérisé par plusieurs variables, une observation inclut en général les valeurs prises c'est-à-dire dans un même temps pour toutes les variables. Par exemple, pour l'identification du chiffre représenté par l'image 4, qui est un problème d'apprentissage, on considère les valeurs prises par les pixels de l'image, donc par une partie d'un champ de vision à un moment donné. Donc, les observations doivent être de même type. En machine learning, chaque problème traité est décrit par un ensemble de variables explicatives, ou on appelle cela des attributs, ou bien en anglais features. Par convention, on note ça, les X, c'est les inputs. Deuxièmement, par une variable à expliquer, ou on appelle ça cible, ou réponse, ou observation, ou en anglais target, qui par convention est labelé par Y, c'est les outputs, c'est les réponses.
Donc les observations concernant toutes les variables considérées, c'est-à-dire les variables explicatives et les variables à expliquer. Donc par convention, on a l'entier M qui est le nombre d'exemples qu'on a dans le dataset par exemple, la structure de tableau, donc c'est le nombre de lignes, et N c'est le nombre de futures qui est le nombre de colonnes dans la colonne de la cible. Bien sûr, si on prend la structure de tableau du dataset. Donc, ça c'est la structure générale d'un dataset par exemple, sur des différentes personnes atteintes ou non du Covid-19. C'est un exemple que je prends pour pouvoir montrer la différentes terminologies utilisées vis-à-vis de cette structure de ce dataset sous forme de tableau. Donc on a notre tableau qui est formé de lignes et de colonnes. Donc par exemple, on peut considérer la première ligne qui est l'identité du patient comme étant l'observation. Ou bien on appelle ça le target qui a comme nomination Y. Et dans notre exemple, on a 4 lignes, donc on a M égale à 4. Donc cette colonne-là, elle est appelée sur le plan terminologie, on peut l'appeler la variable à expliquer, ou la cible, ou réponse, ou on l'appelle ça observation, ou bien en anglais target. Bien. Concernant les colonnes, ce sont les variables explicatives, ou on appelle ça des attributs, ou bien en anglais les futures. Donc c'est les différentes caractéristiques de ces patients-là. Donc, vous voyez que ça, on le nomme, ça s'appelle les attributs ou bien les futures. Par convention, on les note X, la variable X, avec N égale à 10 dans cet exemple-là. On a 10 caractéristiques de chaque patient. Bien. Donc, il faut donner de l'importance à cette terminologie parce que selon c'est-à-dire la référence bibliographique que vous utilisez, donc vous trouvez ces différentes terminologies qui ont la même sémantique. Donc, on dit les futures X, ou bien les attributs, ou bien les variables explicatives, ou bien, c'est-à-dire les caractéristiques de chaque observation, ou bien de chaque variable à expliquer. La même chose pour la colonne. Ici, on peut considérer la première colonne comme on peut considérer n'importe quelle autre colonne. Tout dépend du problème. Donc ici, par exemple, ça concerne la question, ce patient-là, c'est-à-dire, est-ce qu'il est atteint ou non du Covid? Donc, puisque on veut trouver quel patient qui est atteint ou non du Covid, donc ça s'appelle la variable à expliquer, ou bien la cible, ou bien la réponse qu'on veut avoir, ou bien l'observation, ou bien la target. Ou bien même on peut dire que c'est les outputs, c'est-à-dire les sorties, et pour le future, c'est les inputs, c'est-à-dire c'est les données qui vont nourrir le modèle pour donner la réponse correcte. Bien sûr, vis-à-vis d'une nouvelle situation. Parce que l'ensemble des informations qui sont dans ce tableau-là, c'est des observations qui existent déjà. C'est-à-dire on les a récoltées de la réalité, du monde réel. Mais c'est un très grand nombre d'informations. Ça concerne beaucoup de malades. Donc, et grâce à ces données-là qui vont nourrir le modèle de l'apprentissage, il va nous répondre sur une nouvelle situation, c'est-à-dire un nouveau patient sur lequel on se demande est-ce qu'il est atteint du Covid ou non. Donc on va exploiter ce nombre volumineux de données avec bien sûr, je vous ai cité ici les différentes terminologies pour pouvoir apprendre, bien la machine elle va apprendre du modèle en utilisant ces données-là pour nous répondre si un nouveau patient il est atteint ou non du Covid. Bien. Donc, le principe général des algorithmes du machine learning est le suivant. Les données utilisées pour la construction de modèles sont des ensembles d'observations qui doivent inclure à la fois les valeurs des variables explicatives et celles correspondantes à la variable expliquée. Donc, un très grand nombre d'observations. Nous pouvons parfois nous trouver en présence de quelques observations incomplètes ou des données manquantes. Donc, on doit faire un traitement pour nettoyer ces problèmes-là. Donc, un modèle d'apprentissage sera validé sur des observations de même type comportant les valeurs nettoyées de variables explicatives et celles associées de la variable explique. Une fois le modèle validé, ce modèle sera en revanche employé pour des observations qui se limitent aux valeurs des variables explicatives afin, c'est-à-dire, donc ici on va faire comme input les valeurs explicatives, c'est-à-dire la variable x, afin d'obtenir une estimation pour la valeur correspondante qui est une inconnue de la variable expliquée qui est la variable y. Vous voyez, donc on cherche la valeur de y en utilisant les valeurs de x. Bien sûr, grâce au modèle d'apprentissage.
Donc cette illustration graphique montre ces différentes étapes. Donc au début, on a les données qui sont utilisées pour la construction du modèle, qui sont des ensembles d'observations qui doivent inclure à la fois les valeurs des variables explicatives et celles correspondant de la variable expliquée. Donc on va passer au nettoyage parce qu'on peut avoir des observations qui sont incomplètes ou bien des données manquantes. Donc on doit les nettoyer. Donc le modèle d'apprentissage